Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'honorer ce nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Tweet TV. Les titres que nous développerons dans le 20h de ce mardi 17 mai 2022. Mine de zinc de Perquois, le dernier point de la cellule de crise, annonce l'accès à la deuxième chambre de refuge qui malheureusement ne présente aucun signe de présence des mineurs. Les équipes de sauvetage sont toujours à pied d'œuvre dans les recherches, a assuré le gouvernement. Plénière ce jour des membres de l'Assemblée législative de transition focalisée sur la sécurisation des régions du Burkina. Le ministre de la Défense, le général Barthélémy Sempore, annonce un nouveau concept pour mieux faire face au terrorisme. Au Mali, après l'annonce du retrait du pays de l'organisation régionale G5 Sahel, la population apprécie la décision. Les Bamakois se réjouissent de cette nouvelle, eux qui pensent que l'organisation n'a aucune valeur ajoutée dans leur pays. Vous les entendrez dans cette édition. Direction le Sanguier sur le site de la mine de zinc de Perquois. Les dernières nouvelles du comité de gestion de la crise confirment l'accès à la chambre de refuge par les équipes de recherche et de sauvetage. Cette unité est malheureusement vide, ce qui pourrait laisser croire que les mineurs n'auraient peut-être pas eu le temps de l'atteindre au moment de l'inondation. Les recherches cependant se poursuivent, a assuré le ministre Jean-Alphonse Sommet. Vous avez plus de détails avec notre envoyé spécial à Maxime Jean-Eudes Bambara. Au Haut Commissariat de Réau, base de la cellule de crise, il est 8 heures et l'ambiance est de plus en plus lourde. Sur place, les parents des victimes, accompagnés de quelques journalistes, font le pied des grues. La mobilisation se renforce à compte-gouttes. Toutes les attentions sont tournées vers le site de Perquois en attente d'une information. Dans l'attente, l'on se confie à Dieu à travers la récitation du chapelet. 14 heures, l'équipe gouvernementale de retour sur le site de Perquois fait son apparition au Haut Commissariat. Les concertations se poursuivent et aux environs de 15h30, le ministre des Mines et des Carrières, chef de mission, accompagné du ministre en charge du Travail et de la Protection sociale et celui en charge des affaires religieuses et coutumières, annonce que la chambre de refuge sur laquelle l'espoir était porté a été ouverte, mais aucun des 8 mineurs n'y a été trouvé. La chambre de refuge donc a été ouverte devant nous. Devant nous, je vous l'affirme, la chambre de refuge a été ouverte devant nous. Et bien, l'homme propose et Dieu dispose. Donc, malgré toutes nos incantations, toutes nos prières, nous avons trouvé une chambre de refuge vide de tout être humain. C'est une information cruelle que nous portons en nous-mêmes d'abord et que nous avons apporté donc aux parents des victimes. C'est la deuxième chambre qui a été ouverte sur les 3 qui contient la mine souterraine. Et les efforts se poursuivent, rassure le ministre des Mines. Actuellement, nous sommes engagés à pomper l'eau jusqu'au bout du tunnel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme information. Il y a encore une possibilité de chambre de refuge plus bas, mais nous ne visons pas que ça. Voilà. Si on tire l'expérience de toute la mobilisation et de tous nos espoirs fondés sur cette chambre de refuge-là, nous pensons que nous devons nous concentrer et nous reconcentrer pour que le travail se fasse jusqu'au bout de la mine. Difficile de retenir les larmes du côté des parents des victimes. La nouvelle est insupportable, mais l'on garde espoir. Ce à quoi on s'entendait, en tout cas, on n'a pas eu ces nouvelles. Donc, c'est pas du tout facile. En tout cas, les nouvelles qu'on voulait aujourd'hui, on ne les a pas eues. Parce qu'on a reçu la nouvelle comme ça. Mais bon, comme on nous a dit qu'il y a toujours de l'espoir, ils vont toujours continuer le pompage de l'eau. On va espérer toujours. Ce mardi 17 mai, cela fait exactement 32 jours que 8 mineurs se retrouvent coincés dans les eaux de la mine souterraine suite à une inondation intervenue le 16 avril dernier.
Carnet d'audience à Kosiam, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience ce 17 mai le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Wang Wengyazang. Cette visite qui entre dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine a été l'occasion pour le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso de réitérer le soutien et l'engagement de l'Empire du Milieu à accompagner le pays des hommes intègres dans son combat contre le terrorisme. Aussi de consulter le chef de l'État burkinabé sur les axes de la coopération pour une meilleure coordination. Grand honneur d'avoir cette audience avec Monsieur le Président. Donc c'est une visite d'amitié. Je réaffirme le soutien et la solidarité du peuple chinois pour le peuple burkinabé sur tous les fronts de coopération, surtout celui de la sécurité. Donc dans ce domaine-là, j'ai présenté à Monsieur le Président des projets en cours dans le domaine bilatéral et dans le domaine multilatéral, qui est concrétisé en plusieurs projets, donc qui va apporter des soutiens très concrets à l'armée burkinabé. C'est aussi une visite d'écoute, donc j'ai l'occasion de consulter Monsieur le Président sur les coopérations pour mieux orienter les coopérations bilatérales sur les priorités, pour mieux accompagner le peuple burkinabé pour réaliser les objectifs de la transition. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a également reçu dans l'après-midi d'hier le conseiller à la Cour royale d'Arabie Saoudite, Abed bin Abdulaziz Katan, porteur d'un message du roi. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre des relations historiques entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Les échanges ont essentiellement porté sur les relations de coopération bilatérale et sur l'actualité sous-régionale et internationale à Serge Kabouri. Dans le cadre des relations privilégiées d'amitié et de coopération existant entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso, le conseiller à la Cour royale d'Arabie Saoudite, Ahmed bin Abdulaziz Katan, a foulé le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou ce 16 mai. Après avoir été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Albert Ouedraogo, accompagné d'une délégation gouvernementale, un bref tête-à-tête fut organisé au salon d'honneur de l'aéroport avant de prendre la route direction le palais de Kosiam. Accueilli ici également avec les honneurs militaires, Ahmed bin Abdulaziz Katan est reçu par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, pour un entretien à huis clos sur cette visite qui a pour but de renforcer davantage les liens de solidarité, d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays. Lors de leur entretien, les deux personnalités ont, dans une ambiance fraternelle et un climat de parfaite compréhension, échanger sur des questions de coopération bilatérale entre les royaumes d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Ils ont également échangé sur des questions relatives à l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Sur le plan des relations de coopération bilatérale, les deux personnalités se sont réjouies de la qualité des relations entre leurs pays. S'agissant des relations de coopération bilatérale, les deux personnalités se sont félicitées de l'excellente qualité des relations qu'entretiennent les deux pays. À cet égard, ils se sont félicités de la signature de l'accord général de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de l'Arabie Saoudite à Riyad le 25 février 2016, ainsi que des autres accords spécifiques qui ont été signés. L'actualité sous-régionale et internationale marquée par le contexte sécuritaire et humanitaire assez délicate a également été au cœur de l'entretien entre le président du Faso et le conseiller à la Cour royale d'Arabie Saoudite. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon sur des grands sujets de l'actualité africaine, en particulier les questions liées au développement, à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et sur la question de la CEDEAO. Ils se sont réjouis de leur convergence de vues sur ces différents sujets. Évoquant les récents développements en matière de lutte contre le terrorisme dans leur sous-région, les deux personnalités ont condamné
les actes terroristes de par le monde et réitérer l'engagement de leurs pays respectifs à lutter davantage contre le terrorisme. En marge de cette visite, le conseiller à la Cour royale d'Arabie Saoudite, Ahmed bin Abdulaziz Katan, a rappelé les demandes du soutien du Burkina Faso à la candidature de l'Arabie Saoudite à un poste au niveau de l'Organisation de l'aviation civile internationale et à la candidature de Riyad pour l'Expo universelle 2030. Le Royaume d'Arabie Saoudite a, selon l'émissaire, transmis une invitation du roi d'Arabie Saoudite au président du Faso à effectuer une visite de travail et d'amitié en Arabie Saoudite. L'Assemblée législative de transition était ce matin en séance plénière pour trouver des réponses à la question sécuritaire au Burkina Faso. 2 interrogations étaient à l'ordre du jour. Quelles sont les mesures immédiates à prises et les interventions urgentes à envisager par le gouvernement pour sécuriser les régions mises à mal et soulager les populations meurtries? Même questionnement concernant la sécurisation des infrastructures, des services de l'administration et des écoles. Le ministre de la Défense s'est prêté à ces questions. Wenda Kouni, Alexis Belemnaba. La reconquête du territoire national demeure une priorité du gouvernement burkinabé. Face à cette situation, l'exécutif burkinabé a entrepris des démarches de réorganisation opérationnelle du corps militaire et paramilitaire afin de réaliser à terme une densification des théâtres pour un maillage du territoire national. Il faut savoir que l'état-major général des armées, le commandement des opérations des théâtres nationaux et les commandements des forces de sécurité intérieure sont présentement activement engagés dans un processus de réorganisation opérationnelle à la fois structurelle et territoriale afin de réaliser à terme une densification des théâtres par un maillage adapté qui combine les unités des forces armées nationales, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des eaux et forêts, des douanes, des gardes de sécurité pénitentiaire, des volontaires pour la défense de la patrie. Ce processus est très avancé et aboutira à terme à la réalisation d'une capacité optimale de contrôle de notre espace de souveraineté nationale. Au 100e jour de la gestion du président Damiba, le Burkina Faso a enregistré 610 attaques terroristes avec 567 personnes tuées, selon le dernier numéro de l'économiste du Faso. Conscient de l'enjeu sécuritaire, plusieurs opérations sont planifiées pour faire face à l'intensification des attaques terroristes, selon le ministre en charge de la Défense. Les actions de sécurisation des différentes localités portent sur la poursuite du contrôle de zones. C'est un terme militaire, mais qui a un contenu bien précis. Sur tout le territoire national, plusieurs décisions fortes ont déjà été prises ou sont envisagées dans le sens de tarir les sources de financement du terrorisme, réduire les moyens d'action des groupes armés terroristes, protéger les infrastructures socio-économiques afin de renforcer la résilience des populations et des administrations locales. L'autre volet de la question sécuritaire, c'est la recherche de partenaires de lutte. Pour Barthélemy Semporé, plusieurs coopérations sont développées sur le plan bilatéral. Reste à trouver les meilleures opportunités. Mais le Burkina cherche les meilleures opportunités. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, nous avons des approches qui restent pour l'instant confidentielles, mais sachez que nous sommes conscients que l'une des conditions sine qua non de la victoire résidera dans notre capacité à trouver les meilleures stratégies de coopération opérationnelle avec les voisins et puis aussi avec les partenaires internationaux. À cette occasion, le gouvernement a réitéré son appel à l'attention de tous les compatriotes qui ont pris les armes contre leur pays et qui se sont engagés dans les groupes armés de saisir l'offre de dialogue pour réintégrer la mère patrie et bénéficier de conditions de réinsertion sociale en déposant les armes.
Émolument des membres du gouvernement, que fait-on de la loi 2008 à 6 référents? Le bimensuel burkinabé, le reporter, dans sa parution numéro 334 du 15 au 31 mai 2022, a fait des révélations sur la rémunération des ministres. Il ressort que ces derniers perçoivent plus de 2 300 000 francs CFA par mois. Quant au chef du gouvernement, lui est à plus de 2 700 000 francs CFA. Des chiffres qui font parler et qui sont largement au-delà de ceux fixé par le décret de 2008 qui propose pratiquement la moitié de ce qui est aujourd'hui perçu par les ministres de la transition. Abdoulrahim Nini. Pardon. Le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'aucun ministre de la transition n'a pu négocier à titre personnel son salaire. Tout a été fait pour que la rémunération soit homogène. Et c'est un comité piloté par le secrétaire général de la primature et les services financiers qui a permis de trouver une base qui définit la nouvelle rémunération. Le journal Le Reporter, dans son numéro 334 du 15 au 31 mai, confirme cet état de fait, mais souligne que le ministre n'est pas allé au bout de son explication. Il ne fait pas cas de la base légale qui justifie le salaire perçu par le Premier ministre Albert Ouedraogo et les membres de son gouvernement. La seule base connue reste donc le décret de 2008. En fin avril, les membres du gouvernement perçoivent leur premier salaire, plus le rappel du mois de mars. Contre toute attente, le chef du gouvernement perçoit pour le mois d'avril un salaire net de 2 782 717 francs CFA, un montant largement au-dessus de celui fixé par le décret de 2008 qui est de 1 089 720 francs CFA. Albert Ouedraogo est donc le premier ministre le plus cher de l'histoire du Burkina Faso. Son prédécesseur Christophe Dabiré percevait conformément au décret de 2008 1 089 720 francs CFA. Le salaire du Premier ministre de la Transition, qui est de 2 700 000 francs, dépasse même celui des présidents Blaise Compaoré et Roch Kaboré, qui percevaient respectivement 2 200 000 francs et 2 100 000 francs CFA. En plus du Premier ministre, le salaire des membres du gouvernement pose problème selon le journal. Contrairement au décret qui fixe le salaire des ministres ordinaires à 973 320 francs CFA, les ministres de la transition sont payés à 2 386 256 francs CFA. En clair, le salaire d'un ministre de la transition dépasse celui des présidents Blaise Compaoré et Roch Kaboré. Pour les 3 ans que va durer la transition, le Premier ministre coûtera plus de 100 millions de francs CFA. Il faudra réserver plus de 2 319 millions de francs CFA pour le salaire des membres du gouvernement. Le journal précise que le salaire du président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, reste jusque-là un mystère. Notons qu'après la publication de l'article, un décret a été rendu public. Il s'agit du décret numéro 2022-0046 portant modalité de rémunération du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Le décret précise que le chef du gouvernement bénéficie d'un traitement de base à l'indice le plus élevé de la grille de la fonction publique, affecté d'un coefficient pondéré de 1,40. Les ministres et présidents d'institutions ont un coefficient de 1,30. L'article 20 de ce nouveau décret abroge expressément le décret de 2008. Au Mali, après l'annonce en début de mois par la junte militaire de mettre fin au traité de coopération avec la France ainsi que les accords de défense fixant le cadre juridique de la présence de la force Barkhane et des forces spéciales, les autorités de Bamako annoncent maintenant le retrait de leur pays du G5 Sahel, un départ qui va fragiliser l'organisation selon Mahmoudou Sawadogo, expert en questions sécuritaires, et Bernard Bougouba, chef de desk politique à Tui TV, analyse des conséquences sécuritaires et politiques de cette décision du gouvernement malien dans ce reportage de Mikael Tougri. Gouvernement de la République du Mali. L'annonce a été faite à la télévision publique malienne. Le Mali se retire du G5 Sahel et de sa force antiterroriste. Désormais, dans cette organisation régionale, restent le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie.
Une décision des autorités de transition malienne pour protester contre ce qu'elles appellent l'instrumentalisation du G5 Sahel. Pour l'expert en questions sécuritaires, ce départ du Mali est un coup dur pour cette organisation puisque le Mali, c'est plus de 1 million de kilomètres carrés. Dans la lutte contre le terrorisme de façon générale, et ça implique qu'aujourd'hui il y a un pan du Sahel qui n'est plus sous le contrôle du G5 Sahel. C'est-à-dire la partie la plus grande qui est occupée par le Mali. Et donc du coup ça isole la Mauritanie du reste des 4 autres pays. Et en plus de cela, on sait que la force, le centre opérationnel de la force conjointe est au Mali. Donc il va falloir non seulement délocaliser, retrouver un autre point de chute, et ce qui est vraiment complexe et très difficile. Et le dernier point, c'est le fait que c'est Barkhane qui est le bras logistique du G5 Sahel. Et si aujourd'hui Barkhane ne s'attrape plus le Mali, ça veut dire qu'aujourd'hui Barkhane est en train de quitter le Sahel, ça va aussi handicaper et la plupart des pays qui font partie du G5 Sahel. Tout comme pour l'expert en questions sécuritaires Mahamadou Sawadogo, pour Bernard Bougouma, chef de Dex politique à True TV Watt FM, cette décision politique des autorités de Bamako pose désormais clairement l'avenir du G5 Sahel, cette organisation créée en février 2014. Avec ce départ, le Mali s'isole un peu plus des autres pays de la sous-région, selon Bernard Bougouma. Une décision assumée par les autorités de Bamako pour le chef de Dex politique à True TV, Watt FM. Donc ça va être très difficile pour un G5 Sahel de décoller dans ces conditions-là. Surtout que certains pays n'ont pas été impliqués, comme l'Algérie, qui a une longue tradition de lutte contre les questions terroristes. L'Algérie qui a une puissance de feu, qui est une puissance militaire africaine. On pourrait s'attendre à ce que, au niveau des organismes sous-régionaux, le Mali, à un moment donné, prenne ses distances ou bien on pousse le Mali à la porte. Mais ce qu'il faut également se dire, c'est que quand même, c'est un Mali aussi qui traîne avec les dates des élections. Je pense, de mon point de vue, que compte tenu des résultats engrangés, Goïta et ses camarades sont capables aujourd'hui de dire nous pouvons tenir les élections dans 6 mois, dans 2 ans, mais au moins il y a une date qui est donnée. La raison invoquée par Bamako pour claquer la porte du G5 Sahel, la non-tenue du sommet des chefs d'État qui traditionnellement a lieu en début d'année. Ce sommet qui devrait se tenir à Bamako n'a pas eu lieu en dépit des multiples initiatives des autorités du Mali, peut-on lire dans le communiqué du retrait du Mali du G5 Sahel. Tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Restons encore au Mali. C'est dans une allocution télévisée que le porte-parole du gouvernement de la transition a annoncé ce dimanche 15 mai la fin de la participation du Mali à toutes les instances du G5 Sahel. Le refus de céder la présidence de l'organisation au Mali est la base de son retrait selon le gouvernement. Dans les rues de Bamako, les Maliens sont plutôt satisfaits de cette décision. De la décision donc de leur gouvernant, ils estiment que le G5 Sahel est inutile. Reportage de notre correspondant au Mali, Boureima Soulou. Le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Ainsi prend fin l'appartenance du Mali au G5 Sahel. Le gouvernement de la transition explique ce retrait des instances de l'organisation antiterroriste du fait de la non-tenue de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel prévue en février 2022 à Bamako. Cette conférence devait consacrer le début de la présidence malienne du G5, mais près d'un trimestre après le terme indiqué, cette réunion ne s'est toujours pas tenue, déplore le communiqué. La décision est saluée par cet analyste qui soutient la position du gouvernement. Même si c'est un peu extrême, c'est une bonne idée, puisque les raisons qui ont poussé le gouvernement malien à prendre cette décision, moi je pense que les raisons elles sont légitimes, puisque il s'agit de la présidence tournante et c'est le Mali qui devrait présider. Et malheureusement, ils ont tardé sur l'histoire et ils ont agi par mauvaise volonté. Donc moi, je pense que c'était une décision sage. Dans le même communiqué, le gouvernement de la transition a dénoncé les manœuvres d'un État extra-régional. Pour le porte-parole du mouvement On a tout compris, l'un des mouvements qui rejette la présence militaire française au Mali, le G5 Sahel, de sa création à nos jours, n'a réalisé aucun résultat dans la lutte contre le terrorisme. Depuis février 2014, le G5 Sahel
a débuté ses activités. Et de là à nos jours, on peut dire que la situation est passée de mal en pire. Donc, comparativement aux autres forces, on peut dire que le G5 Sahel n'a pas apporté grand-chose à l'évolution sur le plan sécuritaire dans notre pays. Donc, la décision est vraiment salutaire. Le G5 Sahel a été créé en 2014 et sa force antiterroriste lancée en 2017. Outre le Mali et le Burkina Faso, le G5 Sahel, qui compte environ 5000 militaires, est composé de la Mauritanie, du Tchad et du Niger. À présent, je vous invite à découvrir le film burkinabé intitulé La Graine, qui a été officiellement lancé dans la soirée de ce lundi 16 mai. La réalisatrice de ce film n'est autre que Halima Ouedraogo, communément appelée Sophia, par ailleurs actrice de cinéma. Cette première fiction de 90 minutes aborde la question de l'excision et ses conséquences à travers une dame nommée Sibia, elle-même victime de mutilation génitale. Un bout de l'histoire vous est conté par Sarah Kabore et Wedla Sida Kabori. Tu as la foi. S'il te plaît, tu vas enfanter. Tu veux me faire pleurer. Ce film, intitulé La Graine, aborde l'épineuse question de l'excision à travers Dame Sibia, victime de l'excision. Éprouvée par la difficulté de mener à terme ses grossesses, elle décide d'adopter une fille avec le consentement de son époux. Sa belle-mère, plus tard, kidnappe la fille de Sibia pour la faire exciser. Malheureusement, pendant l'acte, la fille décède. C'est maman. Dame Sibia recherche justice donc pour la mort de sa fille. S'ensuit alors une escalade de colère, de haine et d'échauffourées entre les deux familles. Qui a fait ça? Qui est cette sorcière? Commissaire, j'espère que vous l'avez arrêté. Parce que là, moi, je vais l'étrangler de mes propres mains. La réalisatrice de ce film est Halimata Ouedraogo, communément appelée Sophia, autrefois actrice de cinéma. Aujourd'hui, derrière les caméras, Halimata Ouedraogo entend apporter sa touche dans la lutte contre les mutilations génitales féminines qui continuent de faire des victimes dans plusieurs pays africains. Avant même son lancement officiel, cette première œuvre de Halimata Ouedraogo avait déjà reçu plusieurs distinctions et avait même été retenue au FESPACO 2021. C'est donc un motif de satisfaction pour la réalisatrice. Le film va passer maintenant en salle parce que le film a fait pas mal de festivals où vous avez vu au début, on a eu pas mal de prix de meilleurs réalisateurs, prix de la meilleure production, prix de meilleurs acteurs, donc ainsi de suite, pas mal de... presque 6 prix pour ce film. Pour une première œuvre, je ne peux être que fière et remercier toute mon équipe qui m'a fait confiance, qui m'a accompagné. De nombreux cinéphiles apprécient eux aussi ce film et félicitent Halimata Ouedraogo pour le thème et le choix des acteurs. Un magnifique film qui traite un très très beau sujet. En tant que femme, je suis sensible parce que justement les mutilations génitales, qui nous touche énormément dans notre dignité, dans notre vie de tous les jours. Et je la félicite et je suis fière d'elle justement d'avoir osé ce sujet parce que si vous avez suivi le film, c'était pas évident. C'est la modernité et puis la tradition, donc le juste milieu pour rester dans nos justes coutumes. Ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il y a une dualité. Ça veut dire entre loi et coutume, quel est le choix à faire. On reste dans notre coutume ou on suit la loi du blanc. Ouais, c'était une dualité qui est sur le point de traitement cinématographique, c'était assez bien traité, accrochant du début jusqu'à la fin. Ce film de 90 minutes est un projet mûri depuis 2018 selon la réalisatrice Halimata Ouedraogo. Il a été tourné sur fonds propres, nous a-t-elle confié. La Graine sera bientôt diffusée sur les écrans du Burkina Faso et d'ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain en bien meilleure forme, j'espère, pour de nouvelles actualités. Bonsoir.